Je m'appelle Elodie. J'ai 28 ans et j'habite à Lyon. Tout a commencé par un coup frappé à ma porte qui a brisé le calme de mon samedi matin. Je n'attendais personne. Je mène une vie paisible ici à Lyon, loin du chaos de la maison de mon enfance. Quand j'ai regardé par l'œilleton, mon souffle s'est coupé. C'étaient eux, mes parents. J'ai ouvert la porte, la main tremblant juste un peu. Ils se tenaient là, l'air pluvieux, arborant des sourires qui n'atteignaient pas vraiment leurs yeux. Ils sont entrés en inspectant mon appartement comme s'ils examinaient une marchandise. Ils n'ont pas demandé comment j'allais. Ils n'ont pas posé de questions sur mon travail. Ils se sont simplement assis sur mon canapé gris et ont lâché la bombe. « Elodie » a dit ma mère en me prenant la main avec une chaleur qui sonnait faux. « On a besoin d'un service. C'est pour Léna, son mariage. Il faut que ce soit parfait. On a besoin de 75 000 €. » La pièce est devenue silencieuse. Je les ai fixés. C'étaient les mêmes personnes qui m'avaient dit il y a des années que payer pour mes études supérieures était une honte. Ils m'ont regardé galérer. Ils m'ont regardé me priver de nourriture. Et maintenant, ils voulaient mon argent durement gagné pour payer une fête à leur fille préférée. Quelque chose en moi ne s'est pas seulement brisé, cela s'est enfin réveillé. Mais avant de vous raconter comment tout a basculé, likez et abonnez-vous, laissez un commentaire. D'où regardez-vous cette vidéo? Je m'appelle Elodie. J'ai 28 ans. Si vous demandiez à mes parents, ils me décriraient probablement comme la plus calme ou l'indépendante. Mais ce ne sont que des mots polis pour dire l'invisible. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai vécu dans une maison qui ressemblait à une scène de théâtre où ma sœur Léna était la star et moi, l'accessoiriste travaillant dans le noir. Léna avait 2 ans de moins que moi. Elle était pétillante, bruyante et exigeante. Elle avait des cheveux blonds et un sourire qui semblait manipuler tout le monde pour obtenir ce qu'elle voulait. J'étais différente. J'avais les cheveux foncés, un regard sérieux et une voix discrète. En grandissant, les règles dans notre maison étaient tacites mais très claires. Le bonheur de Léna était la priorité. Ma stabilité était l'attente par défaut. Je me souviens très bien de mon 10e anniversaire. J'avais demandé une petite réception, juste quelques amis et un gâteau au chocolat. Ma mère m'avait promis qu'elle le ferait. J'ai passé toute la semaine à attendre ce moment avec impatience. J'ai rangé ma chambre. J'ai fini tous mes devoirs en avance. Je voulais que tout soit parfait. Le matin de mon anniversaire, Léna s'est réveillée avec une légère toux. Ce n'était pas de la fièvre. Ce n'était pas la grippe. C'était juste une toux sèche. Mais ma mère est passée en mode panique. « Oh, mon pauvre ange !» roucoulait ma mère, en tâtant le front de Léna pour la 10e fois. « On ne peut pas recevoir des gens alors que tu es dans cet état. Tu as besoin de repos. »« Mais maman » ai-je dit d'une petite voix. « C'est mon anniversaire. Mes amis arrivent dans 2 heures. » Mon père a levé les yeux de son journal. Il ne m'a pas regardé avec sympathie. Il m'a regardé avec agacement. « Elodie, ne sois pas égoïste. Ta sœur ne va pas bien. On ne peut pas avoir une maison pleine de filles qui crient et qui la dérangent. Je peux être calme. » ai-je plaidé. On restera dans le jardin. Non, a dit ma mère fermement. J'annule tout. On va commander une pizza et on regardera un film que Léna aime pour qu'elle se sente mieux. C'était tout. Mon anniversaire a été annulé parce que Léna toussait. Ce soir-là, nous avons regardé le dessin animé préféré de Léna. Je me suis assise dans un coin du canapé en mangeant une part de pizza froide pendant que mes parents couvaient Léna. Lui donnaient de la soupe et ajustaient sa couverture. Personne ne m'a plus souhaité joyeux anniversaire ce soir-là. J'ai appris une dure leçon ce jour-là. Dans cette famille, mes besoins étaient négociables. Ceux de Léna étaient obligatoires. Ce schéma s'est poursuivi pendant nos années d'adolescence. J'étais la fille fiable. J'avais des mentions très bien partout. Je n'ai jamais raté le couvre-feu. Je faisais ma propre lessive. Je préparais mes propres paniers repas. Mes parents ne vérifiaient jamais mes bulletins scolaires parce qu'ils supposaient que je réussirais. Quand je ramenais un 20-20 à un contrôle de maths, mon père hochait simplement la tête et disait « Bien. C'est ce qu'on attend de toi. » Mais si Léna obtenait un août 2020, c'était une crise nationale. Ils embauchaient des tuteurs. Ils s'asseyaient avec elle pendant des heures pour l'aider dans ses devoirs, l'encourageant, la félicitant pour le moindre effort. « Regarde, Elodie » disait ma mère, rayonnante. Léna a terminé sa dissertation d'histoire. « N'est-ce pas merveilleux? J'ai fini la mienne il y a 3 jours, disais-je. Eh bien, toi tu es naturellement intelligente, répondait maman d'un geste dédaigneux de la main. C'est plus dur pour elle. Tu devrais la soutenir davantage. Je suis devenue l'amortisseur émotionnel de la famille. Si mes parents se disputaient, c'est moi qui ramassais les débris de vaisselle cassée. Si Léna rentrait en pleurant parce qu'un garçon ne l'aimait pas, c'est moi qu'on envoyait pour la réconforter. Va parler à ta sœur, me disait papa. Elle t'admire. Mais elle ne m'admirait pas. Elle regardait à travers moi. Elle savait aussi bien que moi qu'elle était le centre de leur univers. Je n'étais qu'un satellite en orbite autour d'eux, utile mais distante. Je me souviens d'un Noël quand j'avais 16 ans. J'avais économisé mon argent de poche pendant des mois pour m'acheter un carnet de croquis spécial. J'adorais dessiner. C'était mon évasion. J'avais suggéré à mes parents pendant des semaines que je voulais du matériel d'art.
Le matin de Noël, j'ai regardé Léna déchirer carton après carton. Elle a eu le jean de marque qu'elle voulait. Elle a eu un nouveau téléphone. Elle a eu des places de concert. Sa pile de cadeaux était immense. Ensuite, ils m'ont tendu mon cadeau. C'était une boîte plate unique. Mon cœur battait un peu plus vite. Peut-être qu'ils avaient écouté. Peut-être qu'ils m'avaient acheté le kit d'art professionnel. J'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait un ensemble de manuels scolaires. Des guides de préparation au concours général et des annales de mathématiques avancées. J'ai fixé les livres. J'ai senti une boule se former dans ma gorge, brûlante et douloureuse. Nous voulons nous assurer que tu intègres une grande école, a dit mon père, en me tapotant l'épaule. Nous savons que tu es concentré sur ton avenir. Les cadeaux pratiques sont les meilleurs cadeaux. Est-ce que vous m'avez acheté autre chose? Ai-je demandé, détestant à quel point ma voix paraissait pathétique. Ne sois pas ingrate, a rétorqué ma mère. Ces livres coûtent cher. Léna avait besoin de vêtements parce qu'elle grandit si vite. Tu as déjà plein de vêtements. J'ai regardé Léna. Elle tenait un pull en cachemire, hurlant de joie. Elle n'a même pas regardé mes manuels. Elle s'en fichait. Je suis allée dans ma chambre et j'ai pleuré pendant 1 heure. Ce n'était pas pour le cadeau. C'était pour le sentiment de ne pas exister. Il voyait Léna comme une personne à chérir. Il me voyait comme un projet à gérer. Il l'aimait. Il comptait sur moi. Et il y a une très grande, très douloureuse différence entre être aimé et être utile. J'ai commencé à construire un mur autour de mon cœur. J'ai arrêté de partager mes sentiments avec eux. J'ai arrêté de leur parler de mes dessins. J'ai arrêté de leur parler des garçons que j'aimais ou des rêves que j'avais. Je suis devenue exactement ce qu'ils voulaient, calme, efficace et discrète. Mais au fond de moi, je hurlais. Je voulais qu'ils me demandent comment s'était passée ma journée. Je voulais qu'ils me serrent dans leurs bras sans que je le demande en premier. Je voulais être la fille qu'ils adoraient, pas seulement la fille de qui ils attendaient des résultats. Je ne savais pas alors que la pire trahison était encore à venir. Je pensais que le favoritisme n'était qu'une question d'anniversaire et de cadeaux de Noël. Je n'avais pas réalisé que lorsqu'il s'agirait de mon avenir réel, leur négligence me détruirait presque. L'enveloppe était épaisse. C'est la première chose que j'ai remarquée en la sortant de la boîte aux lettres. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli la faire tomber dans la neige. Elle venait de l'école de cybersécurité. C'était l'un des meilleurs programmes du pays et c'était très sélectif. Je me suis précipitée à l'intérieur de la maison, mon cœur battant contre mes côtes comme un oiseau piégé. Maman, papa, ai-je crié. C'était un mardi soir. Mes parents étaient dans la cuisine. Maman cuisinait des lasagnes, le plat préféré de Léna. Papa lisait un magazine. Léna était assise au comptoir, envoyant des messages sur son téléphone. Qu'est-ce qu'il y a, Élodie? A demandé papa, sans lever les yeux. Pas besoin de crier. J'ai été prise, ai-je soufflé, en déchirant l'enveloppe. J'ai sorti la lettre et j'ai parcouru les premières lignes. J'ai été prise. J'ai été acceptée dans le programme de cybersécurité. Pendant 1 seconde, il y eut un silence. J'ai attendu l'explosion de joie. J'ai attendu que ma mère lâche sa cuillère et me prenne dans ses bras. J'ai attendu que mon père me félicite chaleureusement. C'est bien, ma chérie, a dit maman, se retournant vers la cuisinière. Peux-tu mettre la table? Léna, mon cœur, tu veux du pain à l'ail? Je suis restée là, pétrifiée. La lettre pendait dans ma main. Vous m'avez entendu? J'ai été admise au programme. C'est l'école de mes rêves. Papa a finalement posé son magazine. Il a enlevé ses lunettes de lecture et m'a regardée avec une expression sérieuse. Nous t'avons entendu, Élodie. C'est un bel accomplissement. Tu as travaillé dur. Mais, j'ai hésité. Je dois envoyer la compte la semaine prochaine et nous devons régler les frais de scolarité. J'ai fait une demande de bourse, mais à cause de vos revenus, je n'ai pas grand-chose. J'aurais besoin que vous soyez garant pour un prêt ou... L'atmosphère dans la pièce a changé instantanément. Elle est passée de l'indifférence au froid polaire. Mon père s'est levé. C'était un homme grand, intimidant quand il le voulait. Élodie, assieds-toi. Je me suis assise à la table, serrant ma lettre d'acceptation. Léna n'a pas levé les yeux de son téléphone, mais j'ai vu un petit sourire narquois sur son visage. Nous devons être clairs sur une chose, a dit mon père. Nous en avons discuté. Nous ne paierons pas pour tes études supérieures. J'ai cligné des yeux. Quoi? Mais vous avez payé pour mon lycée privé. Vous avez parlé de l'université toute ma vie. C'était différent, est intervenue maman, en s'essuyant les mains sur un torchon. Les études coûtent cher, et nous pensons que s'endetter est une honte. Si tu veux ce diplôme, tu dois le mériter par toi-même. Nous n'allons pas te le donner sur un plateau d'argent. Je ne vous demande pas de me le donner sur un plateau d'argent, ai-je bégayé. Je demande de l'aide. Les frais sont de 10 000 € par an. Je ne peux pas payer ça en travaillant au SMIC. J'ai juste besoin que vous vous portiez garant. Irem Bourserai. Je le promets. Non, a dit papa. Le mot était tranchant comme une porte qui claque. Nous ne mettrons pas nos noms sur une dette. C'est risqué. Si tu échoues, nous sommes responsables. Nous avons notre retraite à laquelle penser. Nous avons la maison. Mais vous avez acheté une voiture à Léna le mois dernier. Ai-je dit,
la voix montant dans les aigus. Vous lui avez acheté une Fiat 500 toute neuve parce qu'elle a eu son permis au deuxième essai. C'est différent, a dit maman défensivement. Léna a besoin d'aller à l'école en sécurité. Elle est délicate. Elle devient anxieuse dans le bus. Je vais perdre ma place. Ai-je crié, les larmes débordant enfin. Si je ne paie pas la compte, je perds ma place. S'il vous plaît, c'est mon avenir. C'est tout ce pourquoi j'ai travaillé. Ces manuels que vous m'avez donnés à Noël, je les ai utilisés. J'ai fait tout ce que vous avez demandé. Mon père a croisé les bras. C'est une leçon de résilience, Élodie. Si tu le veux assez fort, tu trouveras un moyen. Le caractère se forge dans l'épreuve. Nous faisons cela pour ton propre bien. Nous ne voulons pas que tu sois une enfant gâtée. Gâtée? Le mot a résonné dans mes oreilles. J'ai regardé Léna, qui sirotait un soda, portant le pull de marque qu'il lui avait acheté. J'ai regardé mes parents debout dans leur belle cuisine, dans leur belle maison. Ils n'étaient pas ruinés. Ils ne voulaient simplement pas dépenser leur argent pour moi. Je ne peux pas vous croire, ai-je chuchoté. Vous êtes censé être de mon côté. Nous le sommes, a dit maman calmement. Nous t'apprenons à être une adulte maintenant. S'il te plaît, va te laver les mains pour le dîner. Je ne suis pas restée pour le dîner. J'ai attrapé mon manteau et je suis sortie en courant par la porte de derrière. J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons me brûlent. J'ai fini par arriver chez mes grands-parents à quelques kilomètres de là. Lucien et Marguerite vivaient dans un petit pavillon confortable qui sentait la menthe et le vieux papier. Quand ma grand-mère a ouvert la porte et a vu mon visage baigné de larmes, elle n'a pas posé de questions. Elle m'a simplement tiré à l'intérieur. Je me suis assise à leur petite table de cuisine et j'ai sangloté. Je leur ai tout raconté. Je leur ai parlé de la lettre, du refus, de la voiture qu'ils avaient achetée à Léna. Papy Lucien est resté assis en silence, la mâchoire serrée. Mamie Marguerite m'a caressé les cheveux. Ils ne signeront pas, ai-je étouffé entre deux sanglots. Je ne peux pas y aller. Je dois refuser l'offre. Papy Lucien s'est raclé la gorge. Il a mis la main dans sa poche et a sorti un chéquier. Ses mains étaient usées et tremblantes, mais sa voix était ferme. De combien elle a compte? A-t-il demandé. Papy, non, ai-je dit. C'est 500 € juste pour réserver la place, mais les frais de scolarité. Nous ne pouvons pas payer les frais de scolarité, Élodie. A dit mamie doucement. Nous n'avons pas cette somme d'argent, mais nous pouvons t'aider pour la compte et tu peux vivre ici. Tu peux rester dans la chambre d'amis. C'est plus près de la ville. Tu peux prendre le bus. Je devrais quand même payer pour les cours, ai-je dit, en essuyant mes yeux. Tu travailleras, a dit papy. Tu es forte, plus forte que tes parents ne le réalisent. Tu travailleras et tu prendras moins de cours à la fois s'il le faut, mais tu n'abandonneras pas, je les ai regardées. Ces deux personnes âgées qui vivaient d'une petite retraite, m'offrant tout ce qu'elles avaient. Elles me donnaient le soutien que mes parents refusaient. Pourquoi sont-ils comme ça? Ai-je demandé, la voix brisée. Pourquoi me détestent-ils? Ils ne te détestent pas, ma chérie. Mamie a soupir. Ils te voient comme l'adulte. Ils pensent que tu n'as pas besoin d'eux. Ce n'est pas juste, mais c'est leur façon d'être. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis de mes grands-parents. J'ai ressenti un étrange mélange de cœur brisé et de détermination. Mes parents m'avaient lâché. Ils m'avaient jeté dans le grand bain, s'attendant à ce que je me noie ou que je nage seule. J'ai décidé à ce moment-là que j'allais nager. J'allais nager si loin d'eux qu'ils ne pourraient plus jamais m'entraîner vers le fond. Les 4 années suivantes ont été un flou d'épuisement. J'ai emménagé avec mes grands-parents, dormant sur un petit matelas dans une pièce remplie des boîtes à couture de mamie. Ce n'était pas luxueux, mais c'était sûr. C'était un foyer où j'étais la bienvenue, pas seulement tolérée. Mes parents ne m'ont pas empêché de déménager. En fait, ils semblaient soulagés. Cela signifiait une bouche de moins à nourrir, une personne de moins dont s'inquiéter. Ils appelaient occasionnellement, mais les conversations étaient courtes. Comment se passe l'école? Demandait maman. C'est dur, disais-je. Je suis fatiguée. Eh bien, continue tes efforts. Répondait-elle avant de se lancer dans une histoire de 10 minutes sur le club de théâtre de Léna ou sa robe de bal. J'ai arrêté d'écouter. Je me suis concentrée sur la survie. J'ai cumulé 3 jobs. Le matin, de 4 heures à 8 heures, je faisais de la mise en rayon dans un supermarché. Puis j'allais en cours jusqu'à 14 heures. De 15 heures à 22 heures, je servais dans une brasserie. Le week-end, je nettoyais des bureaux. J'étais toujours fatiguée. Mesos me fazem mal. Mes yeux me brûlaient à force de fixer les écrans d'ordinateur et les manuels. Je mangeais ce qu'il y avait de moins cher. Des nouilles instantanées, des sandwichs au beurre de cacahuètes, des frites restées à la brasserie. J'ai perdu du poids. J'avais des cernes sous les yeux, mais j'ai payé mes frais de scolarité, chaque centime. Cela signifiait que je ne pouvais pas aller aux fêtes. Je ne pouvais pas acheter de nouveaux vêtements. J'ai porté les mêmes baskets jusqu'à ce que les semelles soient percées et laissent entrer la pluie. Je me souviens d'un jour d'hiver, je marchais vers l'arrêt de bus. Il neigeait fort. Mon manteau était mince et je grelottais de manière incontrôlable. J'ai vu une voiture passer, une petite citadine argentée. C'était Léna. Elle riait avec ses amis,
le chauffage à fond à l'intérieur de la voiture. Elle ne m'a pas vue. Elle a roulé en plein dans une flaque, éclaboussant mes jambes de boue glacée. Je suis restée là, gelée et mouillée, regardant ma sœur s'éloigner dans la voiture que mes parents lui avaient achetée. Je n'ai pas pleuré. Je n'avais pas l'énergie pour pleurer. J'ai juste senti un œuf froid et dur se serrer dans mon estomac. Je réussirai, me suis-je dit. Et je ne leur devrai rien. Le jour de la remise des diplômes est arrivé. J'ai obtenu mon diplôme avec mention très bien, major de ma promotion. Mes parents sont venus à la cérémonie. Ils ont pris quelques photos. Nous sommes fiers de toi, a dit papa, souriant pour l'appareil photo. Nous savions que tu pouvais le faire. Tu vois, on t'avait dit que tu n'avais pas besoin d'aumône. J'ai regardé son beau costume. Il croyait vraiment qu'il m'avait rendu service. Il croyait que sa négligence était une stratégie pédagogique. Merci, ai-je simplement dit. Je ne lui ai pas rendu son accolade. Après l'obtention du diplôme, j'ai décroché un emploi d'analyste junior en cybersécurité dans un grand cabinet à Lyon. Le salaire de départ était plus d'argent que je n'en avais jamais vu. La première chose que j'ai faite a été d'emmener mes grands-parents dans un restaurant gastronomique. Je leur ai offert des plats raffinés et du bon vin. J'ai regardé papy sourire, ses yeux se plissant au coin, et j'ai ressenti un élan de fierté. J'avais fait ça. Nous avions fait ça. J'ai emménagé dans mon propre appartement. C'était moderne, propre et calme. J'ai acheté un canapé gris. J'ai acheté une grande télé. J'ai acheté du matériel d'art, du matériel coûteux. J'ai rempli mon frigo avec des produits frais. Pour la première fois de ma vie, je n'avais plus faim. Je n'étais plus fatiguée. J'étais en sécurité. Mais la dynamique avec ma famille n'a pas changé. Si possible, c'est devenu pire. Maintenant que j'avais de l'argent, ils supposaient que j'allais bien. Ils supposaient que je n'avais aucun problème. Je retournais parfois chez eux pour le dîner du dimanche, surtout par culpabilité. La conversation tournait toujours autour de Léna. Léna avait abandonné l'université après un semestre parce que c'était trop stressant. Mes parents étaient compréhensifs. Ils l'ont laissée revenir vivre à la maison gratuitement. Ils ont payé pour qu'elle aille dans une école d'esthétique. Puis elle a abandonné ça aussi. Ensuite, elle a voulu être influenceuse. Ils lui ont acheté des caméras et du matériel d'éclairage. Léna est juste en train de se chercher, disait maman. Pendant ce temps, personne ne posait de questions sur mon travail. Personne ne demandait rien sur les cyberattaques que je déjouais ou les promotions que je recevais. J'étais juste le personnage d'arrière-plan qui avait réussi, donc je ne nécessitais plus d'attention. Je me souviens très bien d'un dîner. Je venais d'être promu analyste senior. C'était une étape importante. J'ai eu une promotion, ai-je annoncé devant le rôti. C'est bien, Élodie, a dit papa en mâchant. Passe-moi le sel. Léna a rencontré un garçon, a interrompu maman, les yeux écarquillés. Il s'appelle Julien. Il vient d'une famille très riche. Son père possède une chaîne d'hôtels. Tu peux le croire? Il conduit une Porsche, a ajouté Léna, souriante. Il m'emmène au Mexique la semaine prochaine. C'est merveilleux, ma chérie. Maman a applaudi. Tu mérites des vacances. Je suis restée là, serrant ma fourchette. J'avais travaillé 80 heures par semaine pendant 4 ans. Je m'étais sortie toute seule de la précarité. Et ils étaient plus impressionnés par le fait que Léna sorte avec un gars qui avait une Porsche. J'ai réalisé à ce moment-là que ce ne serait jamais suffisant. Peu importe mon succès, je ne brillerai jamais comme Léna à leurs yeux. J'étais le cheval de trait. Elle était le poney de concours. Alors, j'ai arrêté d'essayer de les impressionner. J'ai pris mes distances. Je rendais visite moins souvent. Je me suis concentrée sur ma vie à Lyon. Je me suis fait des amis qui m'aimaient pour qui j'étais. J'ai commencé la randonnée. J'ai recommencé à peindre. J'ai trouvé la paix dans le silence de mon appartement. Je pensais m'être échappée. Je pensais que le pire était passé. Je pensais que parce que je ne leur demandais rien, ils ne pouvaient plus me blesser. J'avais tort. Cela nous ramène à aujourd'hui, au cou à la porte, à mes parents assis sur mon canapé gris, semblant déplacés dans mon sanctuaire. Ma mère tenait toujours ma main. Sa paume était moite. Le silence dans la pièce était assourdissant après qu'elle ait lâché le chiffre. 75 000 €. J'ai retiré ma main lentement. Je me suis levée et j'ai marché vers la fenêtre, regardant les toits de Lyon. J'avais besoin d'un moment pour m'assurer que je n'avais pas eu une hallucination. Je suis désolée, ai-je dit, en me retournant vers eux. Ma voix était calme, d'un calme choquant. Est-ce que vous avez bien dit 75 000 €? C'est pour le mariage, a dit maman, sa voix se précipitant maintenant pour combler le silence. Tu sais, Léna et Julien vont se marier. Ce sera l'événement de l'année, Élodie. La famille de Julien est de la haute société. Nous ne pouvons pas nous couvrir de honte. Le lieu de réception coûte à lui seul 30 000 €. Ensuite il y a le traiteur, la robe, les fleurs. Les fleurs, ai-je répété. Vous voulez que je paie pour des fleurs? Ce n'est pas seulement les fleurs, a dit papa, se penchant en avant. Il utilisait sa voix d'homme d'affaires raisonnable. C'est tout l'ensemble. Écoute, Élodie, nous avons regardé les chiffres. Nous pouvons couvrir environ 20 000 €.
Les parents de Julien paient pour la lune de miel et le dîner de répétition, mais la réception de mariage revient à la famille de la mariée. C'est la tradition. Et vous n'avez pas l'argent, ai-je constaté. Nous en avons un peu, a dit papa, se raclant la gorge. Mais les marchés sont en baisse et nous avons des dépenses. Nous avons pensé que, eh bien, tu t'en sors si bien. Nous savons que tu as un bon salaire. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de mari. Tu as des économies. J'ai des économies parce que je travaille, ai-je dit. J'ai des économies parce que je ne suis pas partie en vacances. J'ai des économies parce que j'ai mangé des nouilles pendant 4 ans. Élodie, ne commence pas avec tes drames. Maman, a soupir. C'est la famille. C'est le grand jour de ta sœur. Elle t'admire tellement. Elle veut que tu sois sa témoin. Jay a ri. C'était un rire sec, sans aucune trace d'humour. Elle veut que je sois sa témoin. Ou elle veut que la personne avec le chéquier se tienne à côté d'elle. C'est une chose horrible à dire. A replique maman. Elle t'aime. Elle aime ce que je peux fournir. Ai-je corrigé. Pourquoi a-t-elle besoin d'un mariage à 100 000 euros? Pourquoi ne peut-elle pas avoir un mariage qu'elle peut s'offrir? À cause de Julien. S'est exclamé maman. Nous te l'avons dit. Sa famille s'attend à un certain standing. Nous ne pouvons pas avoir l'air de miséreux à côté d'eux. Ça rejaillit sur nous tous. Ça rejaillit sur toi aussi. Ça ne rejaillit pas sur moi, ai-je dit. Je ne connais pas ces gens. C'est le devoir familial, a dit papa, se levant pour me dominer. Nous t'avons élevé. Nous t'avons donné un toit. Nous t'avons nourri. Maintenant, la famille a besoin d'aide. Tu es en position d'aider. C'est égoïste de thésauriser ton argent quand le bonheur de ta sœur est en jeu. Égoïste? Le mot avait un goût de bile dans ma bouche. Je les ai regardés. Je les ai vraiment regardés. J'ai vu l'hypocrisie gravée sur leur visage. C'étaient les mêmes personnes qui avaient dit à une fille de 18 ans que s'endetter était une honte. C'étaient les personnes qui m'avaient regardé partir dans la neige avec des chaussures fines parce qu'ils ne voulaient pas m'acheter de bottes. Mais qui avaient acheté une voiture à Léna. C'étaient les personnes qui avaient refusé de se porter garante d'un prêt pour mon éducation, un investissement dans mon avenir, mais qui exigeaient maintenant de l'argent liquide pour une fête. Ils ne voyaient pas mon argent comme le mien. Ils le voyaient comme une ressource familiale que j'avais simplement collectée pour eux. Vous m'avez dit, ai-je dit calmement, que vous ne paieriez pas pour mes études parce que vous vouliez m'apprendre la résilience. Vous avez dit que vous ne me soutiendriez pas parce que vous aviez votre retraite à laquelle penser. C'était différent, a balayé papa. Tu étais une enfant. Nous t'enseignions des valeurs. Alors, où sont les valeurs de Léna? Ai-je demandé. Pourquoi ne doit-elle pas apprendre la résilience? Pourquoi ne doit-elle pas galérer? Pourquoi son bonheur vaut-il 75 000 euros de mon argent, mais mon éducation ne valait pas même une signature sur un morceau de papier? Arrête de vivre dans le passé. C'est écrié maman. Il s'agit de maintenant. Il s'agit de ta sœur. Si tu ne fais pas ça, le mariage sera un désastre. Elle aura le cœur brisé. Est-ce que tu veux être responsable d'avoir ruiné son mariage? Il recommençait. Faire de moi la méchante. Si je disais oui, on se servait de moi. Si je disais non, j'étais la mauvaise sœur qui gâchait le mariage. Mais quelque chose avait changé en moi. Peut-être que c'était les années de silence. Peut-être que c'était le souvenir des mains tremblantes de mon grand-père signant ce chèque pour mon acompte. Peut-être que c'était juste l'audace pure de leur demande. Je n'étais plus la petite fille effrayée à la table de la cuisine. J'étais une femme qui avait construit une forteresse avec ses propres cicatrices. Je veux que vous partiez, ai-je dit. Mes parents ont paru stupéfaits. Quoi? Je veux que vous quittiez mon appartement, ai-je dit, en marchant vers la porte pour l'ouvrir. J'ai besoin de réfléchir. Je ne vous signe pas de chèque aujourd'hui. Partez. Élodie, sois raisonnable, a commencé papa. Dehors. Ai-je hurlé. C'était la première fois que j'haussais la voix sur mon père. Ils se sont précipités vers la sortie, l'air terrifié et offensé. Ils ont attrapé leur manteau et ont marché vers la porte. Nous attendons une réponse d'ici vendredi, a craché papa en passant devant moi. Ne nous déçois pas, Élodie, encore une fois. J'ai claqué la porte et je l'ai verrouillée. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de rage. Je me suis laissé glisser le long de la porte jusqu'à ce que je sois assise par terre. J'ai regardé autour de mon appartement calme et vide. Ils voulaient me prendre ça. Ils voulaient prendre ma sécurité, mon dur labeur, et les transformer en confettis et en champagne pour Léna. J'ai sorti mon téléphone. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas appelé Léna. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai regardé le chiffre sur mon compte d'épargne. C'était un chiffre qui représentait ma liberté. Puis j'ai ouvert ma galerie de photos et je suis remontée des années en arrière. J'ai trouvé une photo de moi et de mes grands-parents le jour de ma remise des diplômes. Ils étaient les seuls à avoir jamais vraiment investi en moi. Je savais ce que je devais faire, mais j'avais besoin de rassembler mes forces d'abord. Je me suis levée, j'ai essuyé mon visage et j'ai pris mes clés de voiture. Je n'allais pas rester ici à broyer du noir. J'allais aller au seul endroit qui ressemblait à un foyer. J'allais voir mamie Marguerite. Après le départ de mes parents, le silence qu'ils ont laissé derrière eux était pesant. On aurait dit que l'air avait été aspiré de la pièce.
Je suis restée près de la porte pendant un long moment. Mon cœur battait vite, comme un tambour dans ma poitrine. J'ai regardé l'endroit sur le canapé où il s'était assis. C'était un canapé normal, mais il semblait contaminé. Ils étaient entrés dans mon espace sécurisé, ma maison, et ils avaient essayé de me briser à nouveau. J'avais besoin de sortir. Je ne pouvais pas rester dans cette pièce. Les murs semblaient se refermer sur moi. J'ai pris mes clés de voiture au crochet près de la porte. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli les faire tomber. J'ai mis mon manteau. Je n'ai même pas regardé dans le miroir. Je me fichais de mon apparence. J'avais juste besoin d'être ailleurs, quelque part en sécurité. Je suis descendue au garage et je suis montée dans ma voiture. C'était une berline fiable. Rien de luxueux, mais je l'avais payée avec mon propre argent. Chaque fois que je démarrais le moteur, je ressentais une petite étincelle de fierté. Aujourd'hui, je ne ressentais pas de fierté. J'avais la nausée. J'ai quitté la ville, me dirigeant vers la banlieue, vers le seul endroit qui s'était jamais vraiment senti comme ma maison. Le trajet jusqu'à la maison de mes grands-parents prenait habituellement 30 minutes. Aujourd'hui, on aurait dit des heures. Mon esprit tournait à toute allure. J'entendais sans cesse la voix de mon père. Devoir familial, égoïste, 75 000 euros. Les mots rebondissaient dans ma tête comme une mauvaise chanson que je ne pouvais pas arrêter. J'ai commencé à penser à l'argent. Pas seulement l'argent qu'il voulait maintenant, mais l'argent d'autrefois. Je me suis souvenu de ma première année d'études. Je me suis souvenu d'être debout dans l'allée d'un supermarché tenant une miche de pain et un pot de beurre de cacahuètes. Je me souvenais avoir compté les pièces dans ma paume. J'avais exactement 3,50 euros. Le pain coûtait 2 euros. Le beurre de cacahuètes coûtait 3 euros. Je ne pouvais pas me payer les deux. J'ai dû choisir. J'ai acheté le beurre de cacahuètes parce qu'il y avait plus de protéines. Je l'ai mangé à la cuillère pour le dîner pendant 3 jours. Où étaient mes parents alors? Ils étaient en croisière. Ils m'avaient envoyé une carte postale. On passe un super moment. J'espère que l'école est sympa. Ils buvaient des cocktails pendant que je choisissais entre du pain et du beurre de cacahuètes. J'ai serré le volant plus fort. Mes articulations sont devenues blanches. La colère commençait à bouillir. Ce n'était pas la colère brûlante et explosive que j'avais ressentie plus tôt. C'était autre chose. C'était froid. C'était dur. C'était la colère de quelqu'un qui voit enfin la vérité en face. Je me suis garée dans l'allée de la petite maison blanche de mes grands-parents. Le gravier a crissé sous mes pneus. Le son était familier et réconfortant. J'ai coupé le moteur et je suis restée assise là 1 minute. J'ai regardé la maison. La peinture, ce n'était pas une maison parfaite. Ce n'était pas un manoir comme celui où vivaient mes parents, mais c'était rempli d'amour. Je suis sortie de la voiture et j'ai monté les marches. Je n'ai pas frappé. J'ai utilisé la clé de secours cachée sous le paillasson. J'ai ouvert la porte et l'odeur m'a frappé immédiatement. Ça sentait les vieux livres, le thé à la menthe et la lavande. Ça sentait la sécurité. Mamie, ai-je crié. Ma voix paraissait faible. Dans la cuisine, ma chérie, a-t-elle répondu. Je suis entrée dans la cuisine. Mamie Marguerite était assise à la table en bois. Elle épluchait des pommes. Ses mains étaient ridées et tachées par l'âge, mais elle bougeait avec un rythme régulier. Papy Lucien était assis dans son fauteuil préféré dans le coin, lisant un journal avec une loupe. Quand Mamie a levé les yeux et m'a vue, elle a arrêté d'éplucher. Elle a posé le couteau. Elle a vu mon visage. Elle a vu mes yeux rouges. Elle a vu mes mains tremblantes. Oh, Élodie, a-t-elle dit doucement. Viens ici. Elle s'est levée et a ouvert les bras. Je me suis jetée dedans et je me suis effondrée. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré pour la fille de 18 ans qui avait faim. J'ai pleuré pour celle de 20 ans qui travaillait jusqu'à ce que ses pieds saignent. J'ai pleuré pour la femme qui voulait juste que ses parents l'aiment sans condition de prix. Mamie m'a tenue serrée. Elle était petite et frêle maintenant, mais elle me semblait être une montagne. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste laissé pleurer. Papy a posé son journal et nous a regardés, les yeux tristes mais bienveillants. Après un moment, je me suis écartée. Mamie a essuyé mon visage avec un mouchoir. Assieds-toi, a-t-elle dit. Je vais faire du thé. Je me suis assise à la table. Je l'ai regardée se déplacer dans la cuisine. Elle a mis la bouilloire à chauffer. Elle a sorti les tasses. C'était une routine si simple, mais cela m'a apaisée. Ils sont venus me voir, ai-je dit. Ma voix était éraillée. Tes parents? A demandé Papy depuis son fauteuil. Oui, ai-je dit. Ils veulent de l'argent pour le mariage de Lena. Mamie a snob. C'était un son très peu élégant pour elle. Bien sûr qu'ils en veulent. Combien? 75 000 euros, ai-je dit. Mamie a fait tomber sa cuillère. Elle a résonné sur le comptoir. Papy a lâché un sifflement bas. 75 000 euros, a répété Mamia. Pour une fête? Ont-ils perdu la tête? Ils ont dit que c'était mon devoir, ai-je dit, en regardant la table. Ils ont dit que je leur devais ça parce qu'ils m'ont élevé. Ils ont dit que je suis égoïste de garder l'argent que j'ai gagné. C'est absurde, a dit Papy fermement. Il s'est levé lentement, s'appuyant sur sa canne. Il a marché vers la table et s'est assis à côté de moi. Élodie,
Regarde-moi. Je les regardais. Ses yeux bleus étaient délavés, mais ils étaient vifs. Tu ne leur dois pas un centime, a-t-il dit. Élever un enfant n'est pas un contrat commercial. On n'investit pas dans un gosse en attendant un retour sur investissement. On le fait parce qu'on les aime. S'ils pensent que tu leur dois quelque chose, alors ils ne t'ont pas élevé. Ils t'ont juste hébergé. Je me sentais coupable, ai-je admis. Quand ils étaient dans mon appartement à me regarder avec cette déception. J'avais l'impression d'être une mauvaise fille. Tu n'es pas une mauvaise fille, a dit mamie, en plaçant une tasse de thé chaud devant moi. Ce sont eux qui sont de mauvais parents. Je suis désolée de le dire parce qu'ils sont aussi ma famille. Mais c'est la vérité. Ils ont choisi une préférée il y a bien longtemps. Ils ont mis Léna sur un piédestal et ils t'ont mise à la cave. Et maintenant que tu as construit ta propre maison, ils veulent t'emménager dedans. J'ai pris une gorgée de thé. C'était chaud et sucré. Cela m'a réchauffé la poitrine. J'ai gardé toutes les factures, ai-je chuchoté. De mes études supérieures. J'ai une boîte dans mon placard. Chaque relevé de prêt, chaque reçu pour les manuels, chaque fiche de paie de la brasserie. Pourquoi les as-tu gardées? A demandé mamie doucement. Pour me souvenir, ai-je dit. Pour me rappeler que je l'ai fait seule. Mais maintenant, avec le recul, ça me rend juste furieuse. Pourquoi est-ce que ça a dû être si dur? Pourquoi n'ont-ils pas pu m'aider un tout petit peu? Ils ont acheté une voiture à Léna. Il paie son loyer. Pourquoi est-ce que je ne le valais pas? Parce que tu étais forte, a dit papy. Et ce sont des gens faibles. Les gens faibles sont intimidés par la force. Ils ont vu que tu n'avais pas besoin d'eux et ça les a effrayés. Léna a besoin d'eux. Cela les fait se sentir importants. Toi, tu les fais se sentir inutiles. Cela m'a frappé de plein fouet. Je n'avais jamais pensé aux choses de cette façon. J'avais toujours pensé qu'ils m'ignoraient parce que je n'étais pas assez bien. Mais peut-être qu'ils m'ignoraient parce que j'étais trop bien, trop indépendante. Je ne nourrissais pas leur ego. Je vais dire non, ai-je dit. Les mots semblaient lourds, mais justes. Je vais leur dire que je ne paierai pas. Bien, a dit mamie. Tiens bon, Evie. Tu as trop travaillé pour cette sécurité pour la dilapider dans une fontaine de chocolat et un digi. Ils pourraient me couper les ponts, ai-je dit. Ils pourraient arrêter de me parler. Mamie a tendu la main sur la table et a couvert la mienne. Laisse-les faire. S'ils arrêtent de te parler parce que tu ne leur donnes pas d'argent, alors ce n'est pas à toi qu'ils parlent. Ils parlent à ton portefeuille. Tu te porteras mieux sans tout ce bruit. Je suis restée avec eux pendant des heures. Nous n'avons plus parlé du mariage. Nous avons parlé du jardin de papy. Nous avons parlé d'une émission que mamie regardait. C'était normal. C'était paisible. C'était ce que la famille était censée être. Au moment où je suis partie, le soleil se couchait. Le ciel était d'un violet profond. Je suis remontée dans ma voiture. Je n'avais plus la nausée. Je ressentais quelque chose de nouveau. Je me sentais solide, comme un mur de briques qui avait enfin séché et durci. Je suis rentrée à mon appartement. Je suis entrée. J'ai encore regardé le canapé. Il ne semblait plus contaminé. C'était juste un meuble. Je me réappropriais mon espace. Je me réappropriais ma vie. Je savais qu'il reviendrait. Je savais que le combat n'était pas fini. Mais pour la première fois, je savais que j'allais gagner. Pas parce que je voulais leur faire du mal, mais parce que je m'aimais enfin assez pour me protéger. La semaine s'était tirée. Chaque fois que mon téléphone vibrait, mon estomac se nouait, pensant que c'était eux. Mais ils n'appelaient pas. Ils attendaient. Ils m'avaient donné une date limite. Vendredi, ils s'attendaient à ce que je me présente avec un chèque ou que je transfère l'argent. Ils s'attendaient à ce que je cède comme je le faisais toujours quand j'étais plus jeune. Mais vendredi est arrivé et je ne suis pas allée vers eux. Je suis restée chez moi. J'ai pris ma journée de congé. Je devais être prête. Je savais qu'ils ne laisseraient pas passer l'échéance. Ils viendraient à moi. J'ai passé la matinée à nettoyer mon appartement. J'ai frotté les comptoirs jusqu'à ce qu'ils brillent. J'ai passé l'aspirateur sur les tapis. J'ai organisé ma bibliothèque. C'était une énergie nerveuse. J'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. Je voulais que mon espace soit parfait. Je voulais leur montrer que ma vie était ordonnée, contrôlée et réussie sans leur aide. Je me suis habillée avec soin. Je n'ai pas mis mon pantalon de jogging confortable. J'ai mis une chemise blanche impeccable et un pantalon noir. J'ai mis mes chaussures. Je voulais me sentir professionnelle. Je voulais me sentir comme la manager en cybersécurité que j'étais, pas la petite fille effrayée dont ils se souvenaient. À 10 heures du matin, la sonnette a retenti. C'était un son sec et exigeant. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai marché vers la porte. J'ai regardé par l'œilleton. C'était eux. Maman et papa. Ils étaient bien habillés aussi. Papa était en costume. Maman portait un chemisier en soie. On aurait dit qu'ils allaient à une réunion d'affaires. D'une certaine manière, c'était le cas. Ils étaient là pour conclure le marché sur le dos de leur fille. J'ai ouvert la porte. Élodie, a dit papa. Il n'a pas dit bonjour. Il a juste prononcé mon nom comme s'il s'agissait d'un élément sur une liste de tâches. Nous sommes là pour la réponse. Entrez, ai-je dit. Ma voix était ferme. J'en étais fière.
Ils sont entrés. Papa portait un porte-documents en cuir. Il a posé sur ma table basse avec un bruit sourd. Voici le contrat pour le lieu de réception, a-t-il dit en tapotant le dossier. Nous avons besoin de l'acompte aujourd'hui, et le reste des paiements aux prestataires est dû la semaine prochaine. Nous avons pensé qu'il serait plus simple que tu nous fasses un seul chèque, et nous nous occuperons de la distribution. Comme ça, tu n'auras pas à gérer le stress de l'organisation. Il était si confiant. Il parlait comme si mon accord était une conclusion évidente. Comme si la dernière fois que nous nous étions parlé, je ne les avais pas mis dehors. Asseyez-vous, ai-je dit. Ils se sont assis sur le canapé. Je ne me suis pas assise. Je me suis tenue près de la fenêtre, gardant une distance entre nous. J'avais besoin de dominer la situation. Je ne ferai pas de chèque, ai-je dit. Je n'ai pas tourné autour du pot. Je ne me suis pas excusée. Je l'ai simplement dit. L'air dans la pièce a semblé se figer. Ma mère a cligné des yeux comme si elle n'avait pas bien entendu. Le sourire confiant de mon père a vacillé. Pardon, a dit papa. Nous n'avons pas le temps pour les jeux, Élodie. La banque ferme à 17 heures. Ce n'est pas un jeu, ai-je dit. Je ne vous donne pas 75 000 euros. Je ne vous donne aucune somme d'argent pour le mariage de Léna. Élodie, sois raisonnable, a dit maman, sa voix montant dans les aigus. Nous t'avons dit que c'est vital. Les invitations sont déjà prêtes. Les gens s'attendent à ce mariage. La famille de Julien s'y attend. Alors la famille de Julien peut payer pour ça, ai-je dit. Ou vous pouvez payer pour ça, ou Léna peut payer pour ça. Nous n'en avons pas les moyens, a craché papa. Le masque de l'homme d'affaires poli a glissé, révélant la colère sous-jacente. Nous t'avons dit que nos liquidités sont bloquées. Nous avons besoin que tu fasses ta part. C'est ce qu'on fait dans une famille. En Trade. Trader. J.I.R. C'était un rire froid et sec. Vous voulez parler d'entraide? Parlons sen. Où était l'entraide quand j'avais 18 ans? Oh mon Dieu, pas encore ça. A gémi maman, levant les mains au ciel. Pourquoi ramènes-tu toujours le passé? Tu es amere, Elodie. C'est moche. Je le ramène parce que c'est important, ai-je dit. Vous avez refusé de m'aider pour 4 ans de frais de scolarité. C'était un investissement dans mon avenir. Vous avez dit non. Vous avez dit que la dette était honteuse. Vous avez dit que je devais apprendre par la manière forte. Et regarde-toi. Papa a fait un geste vers l'appartement. Tu as réussi. Notre méthode a fonctionné. Tu as réussi parce que nous avons été durs avec toi. Tu devrais nous remercier. Ma mâchoire s'est décrochée. L'audace était à couper le souffle. Vous pensez que j'ai réussi parce que vous m'avez abandonné? J'ai réussi malgré votre abandon. J'ai réussi parce que papy et mamie m'ont aidé pour la compte. J'ai réussi parce que je n'ai pas dormi pendant 4 ans. Vous n'avez pas le droit de vous attribuer le mérite d'une maison que vous avez refusé d'aider à construire. Nous sommes tes parents. A crié papa en se levante. Son visage devenait rouge. Nous t'avons donné la vie. Nous t'avons nourri pendant 18 ans. Tu nous es redevable. Je ne vous dois rien pour les bases de l'éducation, ai-je crié en retour. Vous avez choisi d'avoir des enfants. Me nourrir était votre obligation légale, pas une faveur. Et même si je vous devais quelque chose, pourquoi Léna ne vous doit-elle rien? Pourquoi a-t-elle droit à tout gratuitement? Pourquoi a-t-elle une voiture, son loyer payé et maintenant en mariage? Léna est différente. C'est écrié maman. Elle a besoin de nous. Elle n'est pas comme toi. Elle est sensible. Elle ne peut pas gérer le stress comme toi tu le fais. Si nous ne l'aidons pas, elle va s'effondrer. Alors laissez-la s'effondrer, ai-je dit. Peut-être que si elle s'effondrait, elle apprendrait à se reconstruire seule comme je l'ai fait. Mais vous ne la laisserez pas faire. Vous continuez à la soutenir à coups de billets. Et maintenant vous voulez utiliser mon argent pour la porter. Eh bien, je ne le ferai pas. Je ne serai plus sa béquille. Tu es jalouse, a craché papa. Tu as toujours été jalouse d'elle. Tu es jalouse parce qu'elle est heureuse et aimable. Et toi tu es froide et dure. Les mots ont piqué. Ils visaient les points sensibles. Froide, dure, peu aimable. Je suis dure parce que j'ai dû l'être, ai-je dit doucement. J'ai dû l'être pour vous survivre. Si tu ne fais pas ça, a dit maman, se levant pour rejoindre papa, les yeux sauvages, si tu ne signes pas ce chèque. Tu tournes le dos à cette famille. Tu comprends? Tu ne seras plus la bienvenue à Noël. Tu ne seras plus la bienvenue à la maison. On en aura fini avec toi. La menace pendait dans l'air. L'arme ultime. Fais ce qu'on veut ou nous arrêterons de t'aimer. Je les ai regardés. J'ai regardé ma mère qui ne m'avait jamais serré dans ses bras comme elle serrait Léna. J'ai regardé mon père qui ne me regardait avec fierté que lorsqu'il pensait pouvoir obtenir quelque chose de moi. J'ai réalisé quelque chose de profond. Je ne perdais rien. On ne peut pas perdre quelque chose qu'on n'a jamais vraiment eu. Leur amour était conditionnel. C'était une transaction et le prix était trop élevé. D'accord, ai-je dit. Mes parents se sont figés. Quoi? A demandé papa. J'ai dit, d'accord, ai-je répété. Si le prix pour faire partie de cette famille est de 75 000 euros, je ne le paie pas. Si vous voulez me renier pour de l'argent, alors allez-y. Mais je veux que vous vous souveniez de ce moment.
Souvenez-vous que vous avez choisi une fête plutôt que votre fille. Vous avez choisi les apparences plutôt que moi. Tu le regretteras, a bégayé papa. Il semblait incertain maintenant. La menace n'avait pas fonctionné. Il n'avait plus d'autres cartes à jouer. Je ne pense pas, ai-je dit. Maintenant, s'il vous plaît, partez. J'ai du travail. Tu fais une énorme erreur, Élodie, sanglotait maman. C'était un sanglot faux, manipulateur. Tu me brises le cœur. Vous avez brisé le mien il y a bien longtemps, maman, ai-je dit. J'ai juste fini par arrêter d'essayer de le réparer. J'ai marché vers la porte et je l'ai tenue ouverte. Je les ai fixés. Je n'ai pas scié. J'étais une statue. Ils ont ramassé leurs affaires. Papa a attrapé le dossier en cuir. Il m'a regardé avec une haine pure. Ne t'attends pas à une invitation pour le mariage, ni pour l'enterrement. C'est noté, ai-je dit. Ils sont sortis dans le couloir. J'allais claquer la porte quand j'ai entendu un bruit, un souffle. J'ai regardé derrière mes parents. Debout dans le couloir, appuyée contre le mur, se tenait Léna. Léna avait l'air terrible. Ce fut ma première pensée. Ma sœur parfaite, magnifique, qui avait toujours l'air de sortir d'un magazine, ressemblait à une épave. Elle portait un pantalon de jogging trop grand pour elle. Ses cheveux étaient en un chignon désordonné. Son visage était pâle et ses yeux étaient gonflés et rouges. Elle tenait un trousseau de clés. Elle avait dû entrer dans l'immeuble pendant que nous nous disputions. Léna, a dit maman, sa voix changeant instantanément. Elle est passée du ton de harpie hurlante qu'elle utilisait avec moi à un roucoulement sucré. Bébé, qu'est-ce que tu fais là? Tu es venue en voiture? Tu sais que tu es anxieuse quand tu conduis en ville. Léna n'a pas regardé maman. Elle me regardait. Ses yeux étaient écarquillés, remplis de choc. Je vous ai entendu, a chuchoté Léna. Tu as entendu quoi, ma chérie? A demandé papa, essayant de lui boucher la vue sur moi. Nous partions justement. Élodie passe une mauvaise journée. Elle ne se sent pas bien. Arrête de mentir, a dit Léna. Sa voix n'était pas forte, mais elle a tranché l'air comme un couteau. J'ai tout entendu. J'étais là depuis 5 minutes. J'ai entendu ce que vous lui avez dit. Vous avez dit qu'elle était froide et dure. Vous avez dit que vous alliez la renier. On essayait juste de la raisonner. C'était crié maman, tendant la main pour toucher le bras de Léna. Elle refuse d'aider pour ton mariage. Elle veut gâcher ton grand jour. On ne faisait que te défendre. Léna a retiré son bras. Elle a regardé nos parents avec un regard de pur épuisement. Vous ne me défendiez pas, a dit Léna. Vous vous serviez de moi. Vous vous serviez de moi comme d'une excuse pour lui prendre son argent. On a besoin de cet argent pour le lieu de réception. A insisté papa. Pour les fleurs, pour la robe. C'est pour Théoï, Léna. Je n'en veux pas, a dit Léna. Le silence qui a suivi était total. Mes parents semblaient avoir reçu une gifle. Quoi? A chuchoté maman. Je ne veux pas de ce mariage, a dit Léna. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Je n'ai jamais voulu de grand mariage. C'est toi qui le voulais, maman. Tu voulais les photos. Tu voulais te pavaner devant la tante Carole et les voisins. Moi, je voulais juste épouser Julien. Mais la famille de Julien? A bégayé papa. Julien s'en fiche. A crié Léna. C'était un cri brut, brisé. Julien déteste tout ça. On se dispute toutes les nuits à cause du stress. On n'a pas les moyens de mener cette vie que vous essayez de construire pour nous. Yemenoi, maman. Yemenoi. Elle s'est tournée vers moi. Elle est passée devant nos parents et s'est tenue devant ma porte. Tu avais raison, m'a-t-elle dit. J'ai regardé ma petite sœur. Pour la première fois, je ne voyais pas l'enfant gâté. Je voyais une jeune femme terrifiée qui avait été paralysée par trop d'aide. À quel sujet? Ai-je demandé doucement. À mon sujet, a-t-elle dit. Tu as dit que j'étais incapable. Tu as dit qu'il m'avait handicapée. Tu as raison. Je ne sais rien faire. Je ne sais pas comment payer des factures. Je ne sais pas garder un emploi. Je lâche tout dès que ça devient dur parce que maman me dit toujours que je n'ai pas à souffrir. Mais je souffre. Je me sens inutile. Elle a essuyé son nez avec sa manche. Je t'ai vu, tu sais, il y a des années, ce jour-là dans la neige. Mon souffle s'est bloqué. Tu m'as vu? J'étais dans la voiture, a-t-elle dit. Je t'ai vu marcher vers l'arrêt de bus. Tu avais l'air d'avoir si froid. Je voulais m'arrêter. Vraiment. Mais j'avais peur. J'avais peur que si je m'arrêtais, je doive admettre que ce que maman et papa te faisaient était mal. Et si j'admettais ça, je devrais admettre que j'en faisais partie. Alors, j'ai juste continué à rouler. J'ai monté le son de la musique pour ne pas avoir à y penser. Elle m'a regardé dans les yeux. Je suis tellement désolée, Élodie. Je suis désolée depuis 4 ans. J'ai senti la colère en moi commencer à se fissurer. Elle s'est effondrée, ne laissant que de la tristesse. Pourquoi n'as-tu rien dit? Ai-je demandé. Parce que j'étais une lâche, a dit Léna. Et parce que j'étais jalouse. Tu étais jalouse de moi? Ai-je demandé, tout aussi choquée que la première fois que j'y avais pensé. Oui, a-t-elle dit. Tu étais réelle. Tu étais là-bas,
dans le monde, à te battre, à construire quelque chose. Moi, je n'étais qu'une poupée dans une maison de poupées. Tu as une carrière. Tu as le respect des gens. Moi je n'ai rien. Je suis juste Léna, la jolie fille. C'est tout ce que je suis. Elle s'est retournée vers nos parents. Sa voix est devenue plus forte. J'annule le mariage, a-t-elle annoncé. Tu ne peux pas, a hurlé maman. Les acomptes, la réputation. Je m'en fiche de la réputation. A Lena. Je tiens à ma sœur. Je tiens à ma vie. Je ne vais pas commencer mon mariage avec de l'argent volé. Je ne prendrai pas les économies d'Élodie. Léna, tu fais une erreur, a prévenu papa, sa voix basse et menaçante. Si tu fais ça, nous ne pourrons plus t'aider. Lena rit. Cela ressemblait exactement à mon rire de tout à l'heure. Bien. Ne m'aidez plus. S'il vous plaît, arrêtez de m'aider. Votre aide est en train de me détruire. Elle m'a regardée. Élodie, je sais que je ne mérite pas, mais je ne veux pas rester seule avec eux pour le moment. Est-ce que je peux entrer? J'ai regardé mes parents debout dans le couloir, l'air vaincu et petit. Puis j'ai regardé ma sœur, qui se tenait enfin sur ses propres jambes. Oui, ai-je dit. Entre. Léna a franchi le seuil de mon appartement. J'ai regardé mes parents une dernière fois. Adieu, ai-je dit. J'ai fermé la porte au nez de mes parents. Je les ai entendus crier pendant 1 minute, puis des bruits de pas, puis le tintement de l'ascenseur, puis le silence. Je me suis tournée vers Léna. Elle se tenait au milieu de mon salon, regardant autour d'elle comme si elle avait atterri sur une autre planète. C'est joli ici, a-t-elle reniflé. Merci, ai-je dit. J'ai payé pour ça moi-même. Elle a souri faiblement. Je sais. 3 semaines, ce n'est pas beaucoup de temps pour organiser un mariage, mais il s'avère que lorsqu'on retire les 75 000 € de superflu, un mariage est en fait assez simple. Léna a tout annulé. La salle de bal, le traiteur, l'orchestre de 10 musiciens. Elle a perdu une partie de l'argent des acomptes, que papa avait payé, mais elle s'en fichait. Elle a dit que c'était le prix de la liberté. Nous avons trouvé un nouveau lieu, la salle municipale de quartier. Cela coûtait 200 € à louer pour l'après-midi. Ce n'était pas glamour. Le sol était en linoléum et les murs étaient d'un beige qui me rappelait un cabinet de dentiste. Mais il y avait de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière du soleil. Et il y avait une cuisine où nous pouvions réchauffer de la nourriture. Nous avons tout fait nous-mêmes. C'était amusant. Vraiment amusant. Léna venait chez moi tous les soirs. Nous nous asseyions par terre à boire du vin bon marché et à fabriquer des décorations. Nous avons fait des fleurs en papier avec des pages de vieux livres. Nous avons accroché des guirlandes lumineuses que j'avais dans mon placard. Pour la première fois, nous avons parlé, vraiment parlé. Elle m'a raconté à quel point c'était étouffant d'être la fille parfaite, comment elle avait l'impression de devoir jouer un rôle constamment. Je lui ai raconté la solitude de ses années d'études. Nous avons beaucoup pleuré. Nous avons ri encore plus. Nous apprenions à nous connaître en tant qu'adultes, pas selon les rôles que nos parents nous avaient assignés. Le jour du mariage, la salle municipale semblait transformée. Ça n'avait pas l'air cher, mais c'était magique. Les guirlandes scintillaient contre les murs beiges. Les fleurs en papier avaient un aspect artistique et unique. J'étais la témoin. Je n'ai pas acheté de nouvelles robes. J'ai porté une robe de cocktail bleu marine que je mettais pour des événements professionnels. Léna portait une robe d'été blanche qu'elle avait dénichée dans une friperie pour 40 €. Elle avait les cheveux lâchés, souples et ondulés. Elle paraissait plus jeune, plus légère. Elle avait l'air heureuse. Nos parents n'étaient pas là. Ils avaient envoyé un message à Léna disant qu'ils ne pouvaient pas soutenir ce simulacre de mariage et qu'ils passeraient le week-end à leur maison de campagne pour se remettre du stress. Quand Léna a lu le message, elle a simplement haussé les épaules. D'accord, a-t-elle dit, et elle a rangé son téléphone. Elle n'a pas pleuré. Elle a choisi sa paix plutôt que leur approbation. Papy et mamie étaient là. Papy était dans son fauteuil roulant, portant son meilleur costume des années 80. Mamie portait un chapeau avec une fleur. Elle avait l'air d'une reine. La famille de Julien est venue aussi. J'étais nerveuse à leur sujet. Maman et papa les avaient dépeints comme des snobs terrifiants, mais quand ils sont entrés, ils souriaient. Le père de Julien a enlevé sa cravate et a retroussé ses manches pour aider à installer les chaises. La mère de Julien a pris Léna dans ses bras et lui a dit qu'elle était magnifique. Ils ne se souciaient pas du prestige. Ils aimaient simplement leur fils et ils voyaient que leur fils aimait Léna. La cérémonie a été courte. Un de leurs amis avait obtenu une autorisation en ligne pour célébrer l'union. Je me tenais à côté de Léna. J'ai regardé Julien la regarder. Il la regardait comme si elle était la seule personne dans la pièce. Il ne se souciait pas de la robe ou du lieu. Quand ils ont échangé leurs vœux, la voix de Léna était ferme. « Je promets d'être ta partenaire », a-t-elle dit. « Je promets de construire une vie avec toi. Une vraie vie, même si c'est dur, même si nous sommes fauchés, tant qu'elle est à nous. » J'ai senti les larmes me piquer les yeux. Elle grandissait. Après la cérémonie, nous avons mangé. Nous avions commandé 20 pizzas dans une pizzeria locale, et la mère de Julien avait préparé une immense salade. Nous avions des glacières pleines de bière et de soda.
Je me suis assise avec mamie et papy à une table d'angle en regardant la salle. Les gens riaient. Les enfants couraient sur le linoléum. C'était bruyant, chaotique et merveilleux. Tu as bien fait, Evie, a dit papy en me tapotant la main. Nous avons bien fait, ai-je corrigé. Léna a fait une grande partie de tout ça. Elle apprend. Elle sort enfin de sous leur coupe, a dit mamie. Grâce à toi. Je n'ai rien fait, ai-je dit. J'ai juste dit non. Parfois, a dit mamie, dire non est la chose la plus aimante que tu puisses faire. Tu l'as forcée à se réveiller. Plus tard dans la soirée, Léna m'a entraînée sur la piste de danse. La musique sortait d'une enceinte Bluetooth. C'était une chanson pop ringarde, mais nous avons dansé quand même. Nous avons tournoyé en riant, manquant de trébucher sur nos propres pieds. Merci, a crié Léna par-dessus la musique. Pour que oui, ai-je crié en retour. Pour ne pas avoir signé le chèque, a-t-elle dit. Nous avons toutes les deux éclaté de rire. C'était une blague que nous seuls comprenions. Une blague sur l'absurdité de notre famille, la douleur du passé et le soulagement du présent. J'ai regardé autour de moi. J'ai réalisé que l'absence de mes parents n'était pas un vide dans la pièce. C'était juste de l'espace. De l'espace pour que nous soyons nous-mêmes. De l'espace pour une joie qui n'était pas mise en scène. De l'espace pour un amour qui n'avait pas été acheté. J'ai ressenti un profond sentiment d'apaisement. Je n'avais pas reçu les excuses que je voulais de mes parents. Je n'avais pas eu l'enfance que je méritais. Mais j'avais ça. J'avais ce moment de réalité pure et sans artifice. Et c'était suffisant. 2 mois ont passé. La vie a trouvé un nouveau rythme. Léna et Julien ont emménagé dans un petit appartement. C'était un studio, minuscule et exigu, mais ils payaient le loyer eux-mêmes. Léna a trouvé un emploi de réceptionniste dans une clinique vétérinaire. Elle adorait les animaux. Ce n'était pas un travail prestigieux. Ça ne payait pas beaucoup. Mais chaque vendredi, elle m'envoyait une photo de sa fiche de paie avec une légende du genre « Regarde, j'ai gagné ça ». J'étais fière d'elle. Puis, un mardi après-midi, mon téléphone a vibré. C'était un message de papa. Nous devons parler. Retrouve-nous au Starbucks de la rue de la République. 17 heures. Ce n'était pas une question, c'était une convocation. Les vieilles habitudes ont la vie dure. J'ai fixé le téléphone. Mon cœur a fait un petit bond, un réflexe de peur. Mais j'ai respiré. Je n'avais plus peur. J'étais curieuse. J'ai quitté le travail un peu plus tôt et je suis allée au café. Je suis entrée à 17 heures pile. Ils étaient assis à une table au fond. Ils semblaient diminuer. C'était le seul mot pour le dire. Ils paraissaient plus petits. Le costume de papa semblait un peu large. Maman avait l'air fatiguée. Son maquillage n'était pas aussi parfait que d'habitude. Ils avaient 2 cafés. Ils n'en avaient pas acheté pour moi. Je me suis approchée et je me suis assise. Bonjour, ai-je dit. Élodie, a dit papa. Il a fait un signe de tête raide. Nous avons vu les photos, a lâché maman. Elle triturait une serviette en papier, la déchirant en 1000 morceaux. Sur les réseaux sociaux. La mère de Julien les a postés. C'était un beau mariage, ai-je dit calmement. Ça faisait pauvre, a dit maman. Mais il n'y avait pas de venin dans sa voix. Juste une sorte de confusion triste. Pourquoi portait-elle cette vieille robe? Parce qu'elle lui plaisait, ai-je dit. Et parce qu'elle a payé elle-même. Nous l'avons manqué, a dit papa. Sa voix était bourrue. Il regardait par la fenêtre, refusant de croiser mon regard. Nous avons manqué le mariage de notre fille. Vous avez choisi de le manquer. L'ai-je corrigé. Vous étiez invité. Vous avez choisi de ne pas venir parce que ce n'était pas le spectacle que vous vouliez. Papa s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient fatigués. Nous pensions que si nous tenions bon, elle reviendrait. Nous pensions qu'elle avait besoin de nous. Elle avait besoin de vous, ai-je dit. Elle avait besoin que vous soyez ses parents, pas ses banquiers, pas ses managers. Elle avait besoin que vous soyez là pour applaudir, même si elle se mariait dans un hangar. Il y eut un long silence. Le bruit du café bourdonnait autour de nous, la machine à expresso, le bavardage des autres clients. Nous voulons la voir, a chuchoté maman. Elle ne répond pas à nos appels. Elle est occupée, ai-je dit. Elle travaille. Elle construit sa vie. Elle n'a plus le temps pour les drames. Et toi? A demandé papa. En as-tu fini avec nous aussi? Je les ai regardés. J'ai pensé à la colère que j'avais portée si longtemps. Je l'ai cherchée, mais je ne l'ai pas trouvée. Elle s'était évaporée. Je n'en ai pas fini, ai-je dit. Mais les conditions ont changé. Les conditions? Papa a froncé les sourcils. Oui, ai-je dit. Si vous voulez faire partie de ma vie ou de celle de Léna, les choses changent. Fini de parler d'argent. Vous ne me demandez plus jamais d'argent. Vous n'utilisez plus jamais l'argent comme moyen de pression sur Léna. Vous ne nous comparez plus. Vous ne jouez plus aux favoris. Vous nous traitez comme des adultes et vous respectez nos limites. Et si nous ne le faisons pas? A demandé maman, la voix tremblante. Alors nous partons, ai-je dit. Pour de bon. Nous nous avons l'une l'autre maintenant. Nous n'avons pas besoin de vous pour survivre.
Nous voulons de vous, mais nous n'avons pas besoin de vous. Il y a une différence. Mon père m'a regardé. Il a regardé la femme confiante assise en face de lui. Il a réalisé, enfin, qu'il avait perdu le contrôle. Il ne pouvait pas m'acheter. Il ne pouvait pas m'intimider. Il pouvait seulement m'accepter ou me perdre. Il a hoché la tête lentement. D'accord, a-t-il dit. D'accord, nous voulons juste que la famille se retrouve, a dit maman, les larmes aux yeux. Alors construisez-la, ai-je dit. Construisez-la sur le respect, pas sur l'argent. Je me suis levée. Je dois y aller. Je rejoins Léna pour le dîner. Elle prépare des lasagnes brûlées. Dis-lui. Papa a commencé, puis s'est arrêté. Dis-lui qu'on lui dit bonjour. Je le ferai, ai-je dit. Je suis sortie du café. L'air dehors était frais et vivifiant. Le soleil se couchait, peignant l'horizon de Lyon en or et orange. Je me sento zelgre. J'ai marché vers ma voiture, je suis montée et j'ai conduit vers l'appartement de ma sœur. J'ai pensé au mot justice. Je pensais autrefois que la justice signifiait la punition. Je pensais qu'elle signifiait que mes parents devaient souffrir comme j'avais souffert. Mais en conduisant, j'ai réalisé que ce n'était pas ça. La justice, ce n'était pas qu'ils perdent. C'était que moi, je gagne. Gagner ma paix. Gagner mon respect de moi-même. Gagner cette relation avec ma sœur qu'ils avaient essayé de nous voler. J'avais passé tant d'années à me sentir comme une victime. Mais je n'en étais plus une. J'étais une survivante. Et plus que ça, j'étais libre. Je me suis garée devant l'immeuble de Léna. Je l'ai vue à la fenêtre me faisant signe. J'ai répondu d'un geste de la main. J'ai coupé le moteur. J'ai pris une grande inspiration et je suis entrée pour vivre ma vie. Si l'histoire d'Élodie a résonné en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Tant d'entre nous ont grandi dans des familles où l'amour ressemblait à une transaction ou bien où nous étions invisibles. Il est incroyablement difficile de briser ces cycles. C'est effrayant de dire non aux personnes qui vous ont élevés. Mais comme Élodie nous l'a montré, parfois la seule façon de trouver la paix est de tracer une ligne rouge. Avez-vous déjà dû poser une limite stricte avec votre famille? Avez-vous lutté contre la culpabilité? Comment avez-vous trouvé votre propre justice? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Soutenons-nous les uns les autres. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires sur la force intérieure. Vous valez bien plus que ce que vous pouvez apporter aux autres.